Merci, messieurs, mesdames les présidents. Donc, je voudrais remercier les organisateurs de m'avoir invité pour participer à cette journée si riche de formation en pathologie infectieuse respiratoire. Et on m'a chargé de traiter un sujet assez complexe, assez difficile, qui pose beaucoup de questions non encore résolues. C'est l'état de l'art de la prise en charge des épanchements pleuraux purulents. Donc en fait, la pleurésie purulente, c'est la présence dans la cavité pleurale de liquide franchement purulent, ce qu'on appelle l'ampième, le plus souvent faisant suite à l'invasion de l'espace pleural par un agent pathogène secondaire à une infection pulmonaire, habituellement une pneumonie. Mais bien sûr, d'autres étiologies peuvent être à l'origine de ces ampièmes, qu'elles soient iatrogènes, qu'elles soient post-opératoires, qu'elles soient infectieuses abdominales. Et en fait, cette pathologie, elle est grave, donc c'est une urgence diagnostique et thérapeutique, et elle nécessite la mise en évidence de germes et éventuellement un traitement rapide et bien sûr efficace. La prise en charge actuellement dans le monde, elle est controversée. La preuve qu'il y a dernièrement, en février 2017, il y a de nouvelles recommandations de l'Association américaine de chirurgie thoracique, bien sûr les recommandations de la British Thoracic Society en 2010, qui sont les Français qui se préparent pour de nouvelles recommandations en 2018. Donc, c'est une pathologie qui pose énormément de problèmes et on va essayer de voir quelles sont les recommandations éventuellement tunisiennes. Il faut savoir que l'ampième ou la pleurésie purulente fait suite habituellement à ce qu'on appelle l'épanchement parapneumonique, qui est un liquide macroscopiquement non purulent, mais présentant des caractéristiques bactériologiques ou biochimiques qui témoignent d'une invasion microbienne. Mais habituellement, c'est un liquide stérile. On ne trouve pas de germes. Bien sûr, l'évolution de l'infection pleurale dépend, elle est variable, elle dépend du terrain, et là, les comorbidités prennent toute leur importance, et très souvent, la mortalité qui est lourde, elle est secondaire à ces comorbidités. Cette mortalité est de l'ordre de 10 à 15%. Bien sûr, l'hospitalisation de cette pathologie, elle est prolongée. Habituellement, elle dure au moins 2 semaines et plus, habituellement. Quel traitement pour quel malade? C'est ce qu'on va essayer de voir. Alors, de point de vue épidémiologique, toutes les publications internationales montrent qu'il y a une augmentation de cette pathologie depuis plusieurs années. Et actuellement, c'est la principale cause des pleurésies exudatives. Les recommandations de l'American Association de chirurgie thoracique publiées en 2017, en février 2017, donc a mentionné qu'il y a 1 million de pneumonies aux États-Unis, 20 à 40% de pleurésie parapneumonique compliquée, dont 5 à 10% évoluent vers une pleurésie purulente, donc autour de 30 000 aux États-Unis. Et ce qui est aussi important, c'est le nombre énorme et important de décès qui peut arriver jusqu'à 15%. Et en fait, les Américains et les Britanniques sont très chirurgicaux. Il y a 30% de ces malades qui sont référés en chirurgie. Les facteurs de risque, c'est habituellement les âges extrêmes, les enfants et les sujets âgés qui développent des pneumopathies d'inhalation, et là, tout d'intérêt des germes anaérobies, la mauvaise hygiène buccale, les comorbidités retrouvées dans plus de 50%, telles que le diabète, l'insuffisance rénale, le reflux gastro-œsophagial, les troubles psychiatriques. Et il ne faut pas oublier l'immunodépression, telle que l'alcoolisme, la néoplasie, les hémopathies. Aussi, un traitement qui est très fréquemment utilisé, la corticothérapie et les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Il y a beaucoup de publications qui mentionnent que ces médicaments peuvent favoriser des épanchements pleuraux purulents.
Donc, voilà. Alors, du point de vue physiopathologique, je vais essayer d'être rapide. En fait, 3 phases dans les épanchements pleuraux purulents. Il y a la phase exudative ou un épanchement pleural parapneumonique non compliqué, où le mécanisme, c'est essentiellement l'inflammation au niveau de la plèvre, avec une activation du système immunitaire qui va engendrer la formation de l'activation des polynucléaires neutrophiles, qui va aboutir à l'augmentation de la perméabilité capillaire. Le liquide, habituellement, il est libre dans la cavité, il est stérile, et 2 éléments qu'on va parler tout à l'heure, le pH, il est supérieur à 7,20 et la glycoplurie, elle est supérieure à 60 mg par décilitre. Donc là, les conséquences, c'est une antibiothérapie. Alors que la deuxième phase, c'est l'épanchement parapneumonique compliqué, c'est le stade fibrino-purulent, où il y a une activation des cellules pro-inflammatoires et formation ou sécrétion de cytokines qui stimulent et activent les polynucléaires neutrophiles et les fibroblastes. Et là, bien sûr, il va y avoir une entrée bactérienne au niveau de la cavité pleurale et augmentation de la formation de fibrine. Bien sûr, à ce stade, le pH et la glycoplurie vont diminuer et le LDH va augmenter. Et bactériologiquement, on peut ou non retrouver un germe dans la cavité pleurale. Et le traitement, on va le discuter tout à l'heure. La troisième phase. Donc là, il faut éviter d'arriver à cette phase-là parce que la pleurésie ou la plèvre est déjà très inflammatoire. Il y a une formation d'une pachyplurite importante avec accumulation de bactéries, activation des fibroblastes et installation d'un cloisonnement et d'une pachyplurite qui va être dure, parfois très difficile à manipuler, même par le chirurgien. Bien sûr, le liquide pleural est franchement purulent, il est très visqueux et bactériologiquement, il est positif. Et là aussi, le traitement n'est pas toujours facile à prendre, la décision n'est pas toujours facile à prendre. Le diagnostic, habituellement, je pense qu'un pneumologue avéré, le diagnostic, il est facile. C'est le syndrome infectieux. D'ailleurs, les recommandations actuelles américaines et de la British Thoracic Society donc recommandent de rechercher devant toute infection pulmonaire, particulièrement une pneumonie, un épanchement pleural. Et normalement, c'est facile de le faire devant une fièvre, douleur thoracique, une toux, parfois même des douleurs abdominales chez l'enfant. Bien sûr, s'il y a un épanchement très important où la dyspnée va apparaître, l'altération de l'état général, le syndrome pleural. Donc, il faut faire une radiographie de thorax et rechercher un épanchement pleural purulent. Donc là, bien sûr, l'examen de première référence, c'est la radiographie de thorax qui habituellement va montrer surtout le complément de cul-de-sac ou peut montrer des lésions parenchymateuses telles que devant une staphylococcie. Je ne sais pas comment ça marche. Voilà. Donc ces images de staphylococcie avec un épanchement pleural purulent. Voilà. Donc, il faut toujours, devant un épanchement pleural, c'est vrai qu'il faut voir le syndrome pneumonique, mais le syndrome alvéolaire, mais il faut toujours chercher un comblement de cul-de-sac. Mais actuellement, toutes les recommandations et toutes les publications nouvelles insistent sur l'intérêt et le rôle de l'échographie thoracique dans le diagnostic et même le traitement des épanchements pleuraux purulents. En fait, l'échographie thoracique est un examen précieux qui a une sensibilité supérieure à la radiographie de thorax, qui est anodin, qui n'est pas coûteux, qui peut être réalisé au lit du malade. On n'est pas obligé de transférer le malade au service de chirurgie, qui permet de préciser le siège, le volume, la profondeur de la paroi. Et parfois on fait des ponctions avec une aiguille de 2,5 cm et on ne trouve pas on dit que la ponction est blanche alors que l'épanchement est à 5, 6 comme ici il est à c'est un malade que j'ai fait la ponction, j'ai fait l'échographie avant-hier et elle était à 7 cm de la paroi.
Donc l'épanchement, vous voyez bien sûr que les ponctions habituelles sont blanches, reviennent blanches. Et vous voyez là, voilà. Donc vous voyez ici la fibrine, vous voyez l'épanchement qui est énorme. On a retiré 1 litre de pus chez ce malade. Donc il permet de préciser les cloisons. Et c'est un examen qui peut être répété même avant ponction, après ponction et même tous les jours. C'est un examen qui est facile à réaliser. Voilà, donc l'échographie. Donc toutes les recommandations actuelles et la dernière recommandation donc, américaine insiste sur le rôle important que c'est un examen qui doit être réalisé dans le cadre diagnostique et dans le cadre thérapeutique de ces épanchements pleuraux. Le scanner thoracique, bien sûr, c'est un examen de référence, c'est un examen qui est plus coûteux, c'est un examen qui est plus sensible, il permet d'étudier l'état du parenchyme, le foyer de pneumonie, faire la différence entre pneumonie et abcès. Il permet aussi d'étudier la plèvre, l'épaisseur, les cloisons, les fistules. Et ça se fait plutôt, il est indiqué dans le bilan plutôt de complications au bilan préopératoire. Ce n'est pas un examen facile comme l'échographie. Donc l'indication, c'est habituellement l'évolution drainante ou l'échec de drainage et dans le cadre du bilan préopératoire. Donc voici. Donc, alors que l'IRM et le PET scan, pratiquement, ils n'ont pas de place dans l'arsenal diagnostique des épanchements pleuraux, malgré qu'il y a quelques essais qui essayent de trouver une place. Alors, les examens de laboratoire, bien sûr, il faut faire les examens de base, l'albuminurie, l'ionogramme sanguin, la CRP et les hémocultures, puisque c'est une infection assez sévère. La ponction pleurale va permettre de confirmer le diagnostic, de faire les prélèvements de liquide pour les examens de laboratoire et va permettre aussi de préciser la prise en charge. En fait, ce prélèvement de liquide, il est très important parce qu'il va nous permettre de faire des prélèvements de base qu'on fait tous les jours, des protides pour montrer que c'est un exsudat. Et 2 éléments importants qu'on va discuter, c'est le pH dans le liquide pleural, la glycoplurie et éventuellement le LDH. C'est vrai que ce ne sont pas des examens de routine, on ne les fait pas tous les jours pour ces malades, mais je pense que, parce que dans toutes les recommandations actuelles, il insiste sur le rôle de ces 2 examens, surtout le pH et la glycoplurie. En fait, sur l'étude de MIS2, donc de Rahman, qui est une grande étude qui a été réalisée en Grande-Bretagne. Donc, ils ont essayé d'évaluer l'intérêt de la mesure de pH et de glucose dans le liquide pleural. Donc, chez 92 malades, 92 prélèvements chez 81 malades, entre 2006 et 2007. Bien sûr, le problème de mesure de pH, c'est que ça demande un analyseur de gaz du sang. Bien sûr, on ne fait pas la recherche de pH pour les épanchements franchement purulents. Alors, ils ont trouvé que, donc Rahman a trouvé qu'il y a une augmentation de pH, c'est-à-dire les contraintes, lorsque il y a une bulle d'air, un délai de dosage qui est supérieur à 1 heure par rapport au prélèvement. Alors que d'autres éléments, d'autres éléments diminuent le pH, tels que l'axylocaïne et l'injection ou le prélèvement sur héparine. Donc la conclusion de ce travail, c'est que la précision du dosage de pH pleural dépend de la méthode de collecte. Elle est fortement influencée par l'axylocaïne à partir de 0,2 ml et l'héparine qui diminue le pH, alors que la présence d'air et le délai de dosage à partir de 1 heure après prélèvement augmente le pH. Donc il faut prendre en considération ces éléments, alors que la glycoplurie, elle est stable et elle n'est pas influencée par ces 2 éléments. Donc vous voyez que c'est un examen qui est relativement important et qui
selon recommandations actuelles, la mesure de pH, de glucopyrurie et éventuellement de LDH doivent être mesurées dans le liquide pleural. Au niveau bactériologique, je vais passer rapidement puisque il y a eu quelques... En fait, c'est une infection respiratoire et la bactériologie, elle est un petit peu différente des pneumopathie bactérienne. En fait, parce que le liquide pleural, il est acide. Et dans ce liquide pleural, on doit faire les examens habituels, l'examen direct, avec coloration de Gram, la culture sur le milieu aérobie et anaérobie, qui dans les références autour de 30 positifs dans 30 à 60%. La recherche d'antigènes solubles, la recherche de BK, les hémocultures avec antibiogramme. Chez les malades ventilés, on peut faire un prélèvement trachéal et bien sûr l'antibiothérapie instaurée chez les malades avant l'arrivée à l'hôpital peut bien sûr donner des résultats qui sont faux. En fait, on a dit que la bactériologie elle est un petit peu différente des pneumonies dans les infections purulentes de la plèvre parce que ce liquide il est acide. Donc, il va favoriser le développement des germes à un métabolisme anaérobie, tels que les staphylocoques, les bacilles gram-négatifs, qui sont donc de plus en plus graves, les pneumopathies d'inhalation, où on trouve presque 86% de germes anaérobie, les bacilles gram-négatifs qui sont plus fréquents en cas de comorbidité, les Klebsiella pneumoniae qui sont plus fréquents donc chez les sujets diabétiques. Donc vous voyez que la bactériologie qui a été étudiée dans le grand travail de Maskell en Grande-Bretagne sur à peu près 450 cas, ils ont retrouvé en fait que le staphylocoque il est retrouvé en deuxième lieu, les bacilles gram-négatifs troisième, les anaérobies bien sûr, le pneumocoque qui sont les plus fréquents, c'est les germes. Cette diapositive a été prise sur les recommandations espagnoles qui ont été publiées en 2015 et qui montrent que le pneumocoque est le germe ici le plus important avec 52%, le staphylocoque vous voyez qui est ici pratiquement le troisième après les anaérobies. Donc en fait la bactériologie est un petit peu différente de la bactériologie des pneumonies. Comme pneumologue, je dois parler de la bronchoscopie bronchique. La bronchoscopie, elle est réalisée lorsqu'on suspecte ou bien un aspect tumoral ou bien une obstruction bronchique, donc elle n'est pas faite systématiquement. La classification de ces épanchements pleuraux purulents, elle a été faite, une excellente classification faite par Light en 1995, mais c'est une classification en 7 stades qui est un petit peu compliquée. Actuellement, pratiquement tout le monde utilise la classification de la BTS ou la classification américaine en 4 stades où il y a l'épanchement pleural simple avec un liquide clair et un pH supérieur à 7,20 et une glucopyrurie qui n'est pas effondrée ainsi que le DH inférieur à 1000 et habituellement c'est un liquide qui est stérile alors que l'épanchement pleural compliqué où le liquide est trouble avec le pH qui prend une place aussi importante ici inférieur à 7,20 une glycopyrurie inférieure à 0,6 g par litre et l'LDH qui est supérieur à 1000. Bien sûr, là, la bactérie peut être positive ou non. Alors que dans l'ampième, bien sûr, lorsque on ponctionne du pu, 10, je vais essayer de faire de mon mieux. Donc, lorsqu'on trouve du pu, il n'est pas nécessaire de faire ces prélèvements. Bien sûr, on arrive à la prise en charge qui est en fait l'objectif de cet exposé. Donc, le traitement. Le traitement, c'est habituellement, on commence par, premièrement, c'est une urgence. C'est une urgence parce que c'est une maladie grave qui a une mortalité importante. Et l'objectif, c'est de juguler l'infection, d'évacuer le pus, et d'assurer la réexpansion du poumon et éviter les séquelles pleuropulmonaires. Ça, ce sont des objectifs. Alors, comment? Bien sûr, on commence par corriger une dénutrition
le traitement des comorbidités qui sont très souvent cause de décès de ces malades, bien sûr, la prévention thromboembolie. Bien sûr, les moyens, c'est l'antibiothérapie, l'évacuation de liquide, le drainage thoracique avec ou sans fibrinolytique, la vidéochirurgie et enfin la chirurgie. L'antibiothérapie, elle doit être précoce, probabiliste, avec des antibiotiques qui ont une bonne diffusion dans le liquide pleural, essentiellement les bêta-lactamines actifs sur le pneumocoque et les actifs aussi sur les bacilles gram-négatifs. Donc, je vais passer très rapidement. Première intention, donc amoxicilline acide clavulamique, c'est allergie à la pénicilline, c'est les céphalosporines troisième génération, plus métronidazole ou clindamycine. Bien sûr, lorsqu'il y a un germe résistant tel que le staphylocoque ou les piocéaniques, on utilise vancomycine plus ou moins, plus piperacilline ou tazobactam. Donc, la voie IV, elle est utilisée particulièrement pendant la première période. Il faut évaluer, bien sûr, selon l'antibiogramme, la durée de l'antibiothérapie, alors elle est un petit peu différente. Dans les recommandations américaines, c'est de 2, elle commence à partir de 2 semaines, elle peut arriver jusqu'à guérison, mais dans les recommandations françaises, c'est plutôt 3 semaines. Bien sûr, l'antibiothérapie intrapleurale, elle est inutile et elle ne sert à rien. Le deuxième moyen thérapeutique, ce sont les ponctions pleurales itératives. En fait, la ponction pleurale, elle va permettre au début de faire le diagnostic, mais en même temps, c'est un moyen thérapeutique puisque c'est un examen peu invasif. Bien sûr, il faut le faire avec une grosse aiguille parce que le liquide habituellement, il est épais. Elle permet le malade, il est mobilisable. On va mesurer le pH, la glycoplurie, la DH. Mais le problème, c'est le nombre important de ponctions, l'allongement des durées d'hospitalisation et les complications telles que la douleur, le gel vagal et rarement des hémorragies. Mais donc, dans les recommandations françaises, il conclut que les ponctions pleurales itératives est un traitement peu invasif, anodin, efficace comme premier traitement des épanchements pleuraux. Mais les recommandations américaines disent que ce traitement ne sert absolument à rien. Le drain thoracique, le deuxième élément, donc, c'est le drain thoracique. Le drain thoracique, pratiquement, c'est le gold standard dans le traitement des pleurésies purulentes. Il doit être le plus précocement possible dès le stade 2 des pleurésies purulentes, particulièrement si le liquide il est épais. Alors, le problème, la question qui se pose pour tout le monde, quel drain, quel calibre de drain, et est-ce qu'il doit être réalisé sous échographie ou il faut le faire selon l'expérience de chacun de nous. En fait, ce drain, bien sûr, il y a beaucoup de complications. L'obstruction, lorsque le drap il est de petit calibre ou si on ne lave pas assez, il peut être obstrué. Les hémothorax, les plaies pulmonaires ou diaphragmatiques, l'emphysème sous-cutané. Donc, ce n'est pas un traitement anodin. Alors, les recommandations de la BTS 2010, ils préconisent un petit drap. D'ailleurs, ils préconisent un drap de 10 à 14 freins. Alors, bien sûr, sous anesthésie locale, il faut faire le lavage pleural et aussi la BTS préconise ou insiste sur le repérage échographique qui doit être réalisé, qui va faciliter la mise sous drap et éviter les complications. Donc ça, c'est l'étude de Maskell, qui est l'étude de référence en Grande-Bretagne, sur 450, vous voyez ici, 450 malades, 450 cas, et ils ont conclu, ils ont étudié donc la différence pour le décès, le recours à la chirurgie, la durée d'hospitalisation, l'altération de la fonction respiratoire, les séquelles radiologiques et la douleur. Entre les draps de faible calibre, inférieur à 10, 10 à 14, 15 à 20 et supérieur à 20, et ils trouvent, la conclusion, c'est qu'il n'y a pas de différence si on met un petit drap ou un gros drap. Donc la conclusion, c'est qu'il n'y a aucune utilité de mettre un gros drap dans la cavité pleurale pour une pleurésie purulente, et d'ailleurs les Anglais et les Américains préconisent ou insistent sur un petit drap.
Les fibrinolytiques. Donc les fibrinolytiques, c'est un sujet de controverse très important depuis plusieurs années. L'injection intrapleurale de fibrinolytiques améliore l'efficacité en lisant les structures fibreuses. C'est un puissant activateur de plasminogènes qui dégrade la fibrine. Donc dilué de point de vue pratique dans 100 ml de sérum physiologique et injecté dans la cavité pleurale lors ou bien de ponction répétée ou bien lors de drainage. La demi-vie intrapleurale, il est de 45 minutes. On utilise ou bien la streptokinase, l'urokinase ou le TPA, tissu plasminogène activateur, qui est associé dans, je vais vous montrer, dans les études récentes à la DNase qui, en fait, parce que dans les études, et surtout l'étude de Masquel, la plus importante, en fait, voilà, qui a été faite en 2005 sur donc 400 cas, cette étude a démontré qu'il n'y a aucune utilité de mettre un fibrinolytique dans la cavité pleurale. En fait, les critères étaient le décès, la chirurgie dans 3 mois, la durée d'hospitalisation, les séquelles radiologiques, les séquelles respiratoires. Il n'y a aucune différence entre les malades qui ont eu un drain avec ou sans fibrinolytique. Donc le résultat, c'est que de cette étude, c'est la plus grande étude qui a été réalisée dans ce sens. Streptokinase intrapleurale est inefficace et il ne faut pas la faire. D'ailleurs, les recommandations américaines et anglaises vont dans ce sens. Mais il y a une deuxième étude, Rahman, qui est en fait un anglais aussi, qui a réalisé une étude donc, sur 210 patients en 2011, qui a publié en 2011, et il a étudié 4 groupes. En fait, les fibrinolytiques ne tiennent pas compte de la viscosité du liquide pleural. Et là, ils ont essayé d'associer, donc ils ont vu, c'est une étude en double aveugle, ils ont étudié le placebo en double placebo, le TPA seul, le TPA, la DNase seule et le TPA avec DNase. Et vous voyez ici qu'ils ont démontré qu'il y a une nette amélioration, il y a une nette différence dans les résultats entre TPA plus DNase et les autres techniques. Donc, ils ont conclu que l'association de TPA plus DNase peut améliorer et peut donner une amélioration des résultats. Donc, en fait, les recommandations actuelles, la fibrinolyse, elle est utile, mais pas systématique. Les effets secondaires sont exceptionnels. Bien sûr, d'autres études, éventuellement tunisiennes, doivent être réalisées pour valider ces notions. Enfin, la chirurgie. Donc, j'en ai pour 2 minutes. La chirurgie est une indication assez importante et c'est un moyen thérapeutique très important dans le traitement. Et d'ailleurs, les Anglais qui sont très chirurgicaux vont jusqu'à 30%, réfèrent jusqu'à 30% de leurs malades en chirurgie. Donc, quel est l'objectif de la chirurgie? C'est l'évacuation complète du liquide, l'expansion complète du poumon. Les techniques, c'est la vidéochirurgie, la thoracotomie et la chirurgie de décortication. Donc la vidéochirurgie, depuis plusieurs années, toutes les publications sont pour cette technique qui est moins invasive que la chirurgie classique, qui nécessite une anesthésie générale. Donc les contre-indications sont les contre-indications de l'anesthésie générale, une intubation sélective, et l'indication c'est l'échec de drainage. D'ailleurs, vous voyez que les Anglais et les Américains commencent à discuter la chirurgie à partir de J3. La vidéochirurgie, donc, elle permet une évacuation des débris fibrinolytiques ou fibrinopurulents. Elle permet une toilette de la cavité pleurale et un drainage contrôlé. Donc, les études évaluant la vidéochirurgie montrent un taux de succès qui varie de 68 à 93%. Et l'intérêt, c'est la diminution de la morbidité post-opératoire, de la mortalité à 30 jours, des complications respiratoires, et bien sûr, ça diminue le coût par rapport à la chirurgie. Donc, la dernière... voilà, j'ai passé. Donc, la vidéochirurgie, sur une publication publiée en 2009, montre que la vidéochirurgie, elle permet
la réduction de la douleur, de la durée d'hospitalisation, etc. Donc, ça, c'est les recommandations, les dernières recommandations de l'association de chirurgie thoracique américaine, vous voyez, qui préconise de faire la vidéochirurgie en premier lieu avant la chirurgie, pratiquement pour les classes 2 ou le stade 2 donc des pleurésies purulentes. Enfin, la chirurgie de décortication pleurale, c'est une chirurgie lourde qui a une mortalité assez importante. Le succès est donc évalué sur l'évacuation complète du liquide pleural, la réexpansion du poumon. Aucune chirurgie complémentaire n'est nécessaire. Les complications, bien sûr, à part la mortalité, c'est les douleurs intercostales et l'échec de la chirurgie, donc une chirurgie supplémentaire ou un décès de 3 à 10%. Donc ça, c'est une publication sur la chirurgie ou vidéochirurgie. Voilà, vous voyez que les auteurs concluent qu'il y a une différence statistiquement significative entre vidéochirurgie et chirurgie. Enfin, la kinésithérapie respiratoire, elle est importante, elle est assez prolongée, 3 à 6 mois, elle est le plus précoce possible dès l'assèchement de la plèvre et dès l'ablation de drap, et l'objectif c'est de réduire les séquelles fonctionnelles. Malheureusement, les recommandations américaines et anglaises ne citent pas ce moyen thérapeutique, malgré que pour nous, c'est un outil très très important et M. Davous va vous le montrer tout à l'heure. En conclusion, la pathologie, donc la pleurésie purulente est une pathologie fréquente, grave. 30% sont référés en chirurgie, 10 à 30% de décès. Diagnostic clinique, il est habituellement facile. Quelle est la place de l'échographie? Moi, je pense que l'échographie est un examen, est un outil qui doit être à la main des pneumologues. C'est un outil qui est actuellement à la main des cardiologues, des urgentistes. Il n'y a pas de raison que cet outil ne soit pas disponible en pneumologie. Donc la place de l'échographie, elle est importante dans toutes les recommandations actuelles américaines et anglaises. Et je pense que les Français vont suivre ça. L'examen de liquide pleural, la bactériologie et 3 examens qui doivent figurer dans l'arsenal et dans le bilan du dossier d'un malade qui présente une pleurésie purulente, c'est l'examen du pH pleural, la glycoplurie, éventuellement le LDH. Donc, les moyens thérapeutiques, en conclusion, la ponction pleurale itérative, malgré qu'elle n'est pas recommandée par les recommandations internationales anglaises et américaines, elle reste un outil facile, simple et anodin. Le drainage thoracique est le gold standard pour le traitement. Alors, quand drainer, avec quel drap? Ça, ce sont peut-être qu'on aura des recommandations tunisiennes avant 2018. Et est-ce qu'il faut utiliser fibrinolyse ou non? Nous l'utilisons dans notre service et on a des résultats qui sont encourageants. Bien sûr, ce n'est pas une référence, mais ça peut nous encourager. La chirurgie, elle est indiquée s'il y a un échec thérapeutique d'antibiothérapie, drainage, fibrinolyse à partir du 7e jour. En vidéochirurgie, c'est actuellement l'acte le plus recommandé et le moins invasif, qui a le moins de complications associées à un drainage et un lavage. La thoracotomie avec débridement reste un moyen thérapeutique assez lourd, avec une lourde mortalité qui doit être évitée au maximum, et ceci en faisant un diagnostic précoce et un traitement précoce, et surtout un drainage le plus précocement possible. Voilà, je vous remercie.